Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler uniquement de l'actualité, enfin de l'actualité non, mais de deux jeux de chez Lucky Duck Games. Il s'agit de Kingdom Rush, la faille temporelle, ainsi que de Chronicle of Crime, année 1400. Et c'est parti tout de suite, allez on y va. Alors comme je vous l'ai dit en préambule, on va parler aujourd'hui de deux jeux dans un jeu talk, donc on va essayer de condenser pour pas avoir une vidéo qui déborde un tout petit peu. Et je voulais vous parler de deux jeux de Lucky Duck Games pour pas scinder les trucs à deux, parce que c'est plus sympa de récupérer l'actualité dessus. Et en plus, voilà, il y en a un où je vais pas rester des plombs et ça servait à rien de faire une vidéo sur Chronicle of Crime, parce que voilà, il y a juste quelques mécaniques qui changent, mais en soi, ça ne change rien des masses. Donc on va se baser directement sur Kingdom Rush. La faille temporelle, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des 60 à 90 minutes. C'est du full coopératif de type Tower Defense, donc vous allez avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver et puis vous allez essayer de détruire ces vagues tout en protégeant votre royaume. Ça vaut à peu près une cinquantaine, soixantaine d'euros et c'est sorti en 2020 via campagne Kickstarter auparavant qui a très bien marché de par les Lucky Duck Games, sachant que ce jeu est tiré à la base d'un jeu mobile. Vous allez voir que l'effet jeu vidéo, jeu mobile et jeu de plateau a eu une très bonne transition, sinon ça ne veut rien dire. Pour la petite histoire de c'est qui l'a produit et surtout c'est qui l'a fait et au niveau des élus, c'est un jeu de Elana Hope, de Sean Fong Lim et de J.C. Wright. Et ensuite, les graphismes et les illustrations, on les doit à Mateusz Komada, Katarzyna Kosobuka. Et le dernier va être très dur, donc je m'en excuse Vincent, si tu peux vraiment m'aider sur la prononciation de polonais, écoute, aide-moi avec une vidéo, de Przemysław Kastelaniec. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis vraiment désolé, mais pour le coup c'est illustré par eux et la conception du jeu, ça a été un peu plus simple. Le synopsis un tout petit peu de Kingdom Rush, la faille temporelle, vous allez jouer des héros. Votre but est de détruire les vagues qui vont arriver, les hordes d'ennemis qui justement menacent votre royaume. Mais il va y avoir des failles temporelles qu'il faudra détruire. Si vous arrivez à les détruire, vous gagnez directement la partie. Par contre, si votre royaume se prend des dégâts jusqu'à perdre toute sa vie, vous perdez directement la partie. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voilà grosso modo ce que vous allez avoir dans Kingdom Rush. Alors, on va avoir ce qu'on appelle les failles temporelles. Je vais vous expliquer après. Donc, une phase de ordre qui vont être ici. Combien de points d'ordre vont arriver par tour? Donc ici, on en aura 2 par tour. Des polyomino qui représentent des dégâts. Vous allez avoir ici votre compétence de personnage ainsi que sa fiche et sa petite figurine qui va vous permettre de faire des hits supplémentaires. Vous allez avoir une mise en place ici avec différentes couleurs de petites tuiles de construction, à savoir du violet, du vert et du orange. Vous allez avoir un mode solo qui est totalement différent entre guillemets sur la mise en place pour que les modes à 2, 3 ou 4 joueurs. Et vous allez avoir des tours ici, tours qui vont vous permettre d'être construites sur des sites de construction pour justement infliger des dégâts. Et on va voir tout ceci ensemble. Alors, il faut aussi noter, et ça en préambule, que vous allez avoir des petites gommettes comme ça, des petits stickers que vous allez pouvoir positionner directement sur un petit système de campagne, enfin une petite carte comme ça, qui vous propose les 10 scénarios de base. Et à côté, on voit qu'il y a les extensions de Geralt contre JT, le Yev contre Moloch et la déesse araignée. Ah mon dieu, ça fait peur, attention. Et là, vous allez pouvoir marquer les petits succès, tout ça. Donc ça c'est sympa, ça rajoute un petit gimmick jeu vidéo sur le jeu de plateau. J'ai trouvé ça assez cool. Alors comment on joue finalement à Kingdom Rush faille temporelle? Vous allez avoir 6 phases dans un tour. Vous allez voir que c'est hyper simple. On va avoir la première phase qui est l'apparition, donc la génération des hordes. Donc là, durant le setup, on ne le fait pas du tout parce que ça ne sert à rien. En mode 1 joueur, nous allons avoir 4 cartes qui sont prédestinées par rapport à notre héros qui est Malik Hammer Fury, qui commence ici. Et ensuite, on a la deuxième phase où nous allons jouer des cartes de tour et de héros. Alors, les cartes de tour et de héros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez jouer une carte ici de tour, vous allez choisir un site de construction. Attention, en mode solo, il faudra enlever une couleur par tour pour ne pas pouvoir construire. Donc on va dire que là, pour le coup, on ne va pas construire sur du vert et on va construire sur tout le reste. Donc là, on a une artillerie. L'artillerie, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on peut construire soit comme ceci, soit comme ceci. On choisit vraiment l'orientation et vous allez voir que ça va avoir un sens et des noms pas négligeables. Si on se met par exemple comme ceci, hop, au niveau de l'artillerie, je peux prendre des polyomino qui sont des dégâts à la Tetris et
les mettre par rapport à l'orientation. Et là, vous comprenez tout de suite le set du jeu, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire ceci, ceci, ceci. Vous allez devoir suivre, hop, les dégâts. Donc, je pourrais faire tout ceci, en fait, ou changer de colonne, de case, mais garder la même orientation. Et c'est là où on va avoir une sorte de Tetris Mind Game, où on va essayer de voir des blocs arriver en se disant, bah, ça, c'est peut-être mieux, ça, c'est peut-être mieux. On va essayer de faire des combos comme ça. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir faire ceci. Hop, voilà, je veux faire, par exemple, cela. À côté de ça, je peux aussi tirer sur une case ici. Donc, je vais recouvrir d'un petit polyomino ici. Et là, malheureusement, je pourrais tirer là-dedans, mais il n'y a personne. Donc, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai joué une tuile de tour et je peux faire ramener ensuite mon héros. Alors, le héros, lui, c'est pareil. Hein, il peut servir justement, hop, à se mettre sur des cases, à utiliser des petits polyomino aussi. Donc, il a deux actions généralement. La première action, c'est devenir. Il peut aussi se soigner, etc. Donc, une action, on le fait arriver. Deuxième action, il peut bouger. Donc, il peut bouger sur les tuiles, etc. Il ne peut pas arrêter son mouvement sur une tour, ce n'est pas possible. Mais il peut s'arrêter et justement recouvrir des tuiles comme ça. Hop, polyomino. Donc, ce qu'on va faire un truc comme ça. Hop. On va mettre directement un truc là-dessus. Donc là, je recouvre deux cases vides. Et le pouvoir Mamalik me dit que pour chaque case vide recouverte, eh bien, je place un petit pion comme ça sur une horde adjacente. Donc, je pourrais faire par exemple ceci et je pourrais faire par exemple ceci. Vous voyez, hop, là-dessus, puisque j'ai recouvert en fait deux trucs. Alors, bien évidemment, je crois que ça vient avec ça. Donc, hein, pour l'exemple, ça ne change pas. Je pourrais faire ça. Voilà, j'ai recouvert deux trucs et il me resterait celui-ci. Donc là, j'ai fait par exemple un tour là-dessus. Mais il me reste ici, vous voyez, des cartes à jouer. Donc, je pourrais très bien mettre un truc comme ça ici, le mage, pour utiliser un polyomino qui se trouve ici. Voilà, et mettre ceci là-dessus. Vous voyez? Directement. Mais là, c'est du vert, donc ça ne marche pas, mais je vais faire ça comme ça. Ça marche aussi. Et là, pour le coup, j'ai juste à faire ceci, puisque je suis dans l'obligation de suivre, bien évidemment, l'orientation. Donc, vous voyez qu'il me reste un ici. Et avec un, eh bien, je pourrais, par exemple, hop, utiliser l'archer ici pour soit mettre un dégât de 2 ici, ou alors un dégât de 2 ici. Vous voyez que là, au moins, j'ai tué tout le monde et je pourrais détruire directement cette tuile. Alors, les tuiles que vous ne jouez pas, enfin, les tours, pardon, que vous ne jouez pas, vous pouvez très bien les défausser, entre guillemets, et les mettre dans les tours entrantes pour récupérer d'un niveau supplémentaire vos tuiles, vos tours, pardon, puisque vous allez pouvoir acheter des tuiles de niveau 1, ça coûte 2, les tuiles de niveau 2, ça coûte 3, et les tuiles de niveau 4, il va falloir les évoluer, etc. Enfin, les tuiles de niveau 3 plus précisément, parce que ça fait 1, 2 et 3. Vous pouvez aussi donner les tuiles à l'autre joueur à côté, hein, qui va jouer, etc., qui va récupérer vos tuiles, ou vous pouvez les garder en main en disant « je vais les récupérer pour plus tard ». Une fois que vous avez fait tout ceci, vous détruisez les plateaux horde. Alors, quand on détruit un plateau horde, là, il s'avère qu'il y a un héros. Le héros, en fait, se prend directement un point de blessure, et on récupère les polyomino, et on récupère surtout le diamant qui se trouve derrière. Donc là, on récupère directement un diamant qu'on va mettre ici. Ensuite, on va faire avancer les plateaux hordes. Donc les plateaux hordes, bien évidemment, eux, ils avancent hop de 1 et eux, ils avancent de 1. Il y a des plateaux hordes qui vont avancer de 2, de 3, etc. et qui vont bouger plus vite, que vous allez faire machin. Sachant que quand vous jouez avec un héros et qu'il y a un héros sur une tuile horde, vous n'allez pas pouvoir bouger la tuile horde, mais vous pouvez vous prendre des dégâts avec le héros. Ou vous pouvez mettre des fantassins qui sont là, hop, les petits fantassins qui vont bloquer aussi les déplacements, mais qui vont se faire tuer. Donc du coup, hop, ils vont vite partir. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous récupérez les cartes de tour et de héros que vous avez jouées. Hein, elles ne restent pas là indéfiniment, donc ça c'est hyper important de les récupérer. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ceci, vous pouvez acheter des cartes supplémentaires avec vos diamants. Donc là, c'est une phase d'achat très simple, je rappelle. Hein, niveau 1, c'est 2, niveau 2, c'est 3, et niveau 3, il va falloir augmenter, etc. Une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien, vous recommencez avec une séquence de jeu qui est une apparition. Et au fur et à mesure que vous allez faire apparaître, eh bien, hop, des nouvelles hordes, vous allez avoir des portails qui vont apparaître. Alors, les portails, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir un petit, ici, je vais vous le montrer, un petit chiffre qui est 2. Et le 2 vous dit quoi? Il vous dit que simplement, vous allez pouvoir attaquer cette horde uniquement et uniquement seulement avec des tours de niveau 2 au minimum. Donc, vous voyez que la castagne, là, c'est compliqué parce que mes tours de niveau 1, en fait, elles ne feront rien. Et le petit effet qui se coule aussi à côté, donc ça, c'est assez sympa. Si, par exemple, je viens et je tape en artillerie ici et je recouvre deux choses, donc je ne peux pas recouvrir, en fait, le 2, hein, il faut vraiment que le 2 soit toujours visible. Si je fais ceci et qu'il reste encore des ennemis visibles, hop, je casse directement ma tour. Et ma tour, une fois cassée, repart directement
sur le champ d'achat. Donc vous voyez que c'est très compliqué, dès que les failles temporelles arrivent, ça va être vraiment compliqué de gérer les portails parce que vos tours vont être détruites. Donc il faudra vraiment s'armer de tours un peu plus puissantes, les faire évoluer, passer par des phases de passage au niveau de vos personnages pour justement essayer de détruire tout ceci. Et je le rappelle, hein, s'il y a des hordes qui sortent, pour chaque dégât qui ne sont pas recouverts pour chaque ennemi, vous prenez un nombre incalculable de dégâts. C'est-à-dire que le gros tas ici fait 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez que là, si je laisse passer ceci, je me prends 7 dégâts et je perds directement la partie puisque j'ai que 4 points de vie. Donc voici grosso modo comment se joue ce Kingdom Rush. Allez, on se fait un petit dézoom et on va faire un petit débrief ensemble sur les points positifs ainsi que les points négatifs. Alors on commence par tout ce qui est reluisant au jeu. Les points positifs. Alors c'est un excellent coop de type Tower Defense. Moi j'ai vraiment aimé ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'entraide et c'est vraiment du pur coop comme on les aime. C'est-à-dire qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup parler autour de la table. On va essayer de faire cette sorte de Tetris-like où on se dit attends, si je positionne ça comme ça, donc ma tour doit être comme ça, je vais taper comme ça, ah mais là ça marche pas bien parce que je recouvre une case, et si j'essaye comme ça, j'en recouvre 2, ah c'est plutôt pas mal, et si je mets comme ça, c'est 3, ah ouais là c'est mieux. Donc il y a beaucoup de discussions, ça c'est très sympa. Sur le coop, on retrouve vraiment l'univers coop, la discutaille, la camaraderie, bravo je te tape sur l'épaule quand ça marche, etc. Donc ça marche très bien. Le design aussi est très sympa. On est sur une sorte, oui, de jeu mobile, on va dire, sur le plateau. Parce qu'on a un design assez sympa, assez clair, on n'est pas sur un truc très structuré, mais ça suffit amplement pour faire le boulot et de se retrouver sur une sorte de tower défense où ça va se taper, etc. Donc la sensation aussi à l'intérieur va être très sympa. On a vraiment ce système de tower défense qu'on va reprendre, les tours qui vont être détruites, etc. Donc ça marche vraiment très bien. Autre chose qui marche très bien aussi, c'est l'ascension des règles. Effectivement, le livret de campagne ne vous propose pas uniquement que des missions à enchaîner, il vous propose aussi une escalation au niveau des règles, une évolution au niveau des règles. Et ça, c'est vrai que c'est sympa, on n'a pas besoin de tout apprendre d'un coup pour justement jouer. Petit à petit, on va vous rajouter des compétences de héros. Petit à petit, on va vous rajouter des options supplémentaires. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa. On n'a pas besoin de tout apprendre pour se dire « Oh là là, attends, je rectifie, il faut que je fasse ça, mais je peux faire aussi ça. Attends, je vais voir le livret de règles. » Voilà, ça nous évite les va-et-vient avec le livret de règles qui se fait directement dessus. Autre chose qui est assez sympa là-dessus, au-delà de son jeu fluide, très sympa et très intuitif, voilà, où on n'a pas besoin, les tours s'enchaînent très vite, donc on n'a pas de souci là-dessus. On a aussi ce côté qui nous donne l'aspect où tiens, on joue à un jeu mobile. Et c'est vrai que la sensation là-dedans, c'est un peu compliqué des fois quand on transvase jeux vidéo, jeux de plateau, on n'a pas les mêmes sensations. C'est vrai que là, on a des belles sensations de tour défense parce que les hordes arrivent à chaque fois, on récupère nos tours, on essaye de les replacer un peu à droite à gauche. Ce qu'on a en fait dans le jeu mobile, on les détruit, on essaye de les relocaliser, etc. Donc on a en fait vraiment de très bonnes sensations là-dessus. Maintenant, on va parler des points négatifs. Eh ben oui, il y en a forcément. Il n'y a pas un jeu exceptionnel, ça n'existe pas, ça, les jeux exceptionnels, malheureusement. Alors, les points négatifs qu'on peut trouver, enfin, moi que j'ai trouvé en tout cas, ça reste juste un avis vu que c'est moi qui parle, à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé, on va commencer par, et je me gratte un peu la moustache, on va retrouver un livret de règles qui est pas mal foutu en soi. Mais pour moi, le jeu est tellement simple que j'ai pas besoin en fait de tout ceci. Des fois, je me suis perdu à lire des trucs en me disant « Oh là là, mais attends, il me parle d'un truc ici, mais finalement, est-ce que ça sert à grand-chose » Des fois, on a des notions qui vous perdent un tout petit peu plus ou qui vous induisent peut-être en erreur pour pas grand-chose, parce que c'est très simple, le jeu en soi, il est vraiment très simple. On a 17 pages à peu près de règles, hein. C'est assez bien fait, hein, je vous mens pas, voilà, il y a des exemples, c'est chatoyant, ok, d'accord. Mais des fois, on s'y perd et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage de tout mettre peut-être d'un coup. Alors, pas l'ensemble des règles, donc ça, pour le coup, c'est cool. Mais voilà, de vous mettre des fois plein de trucs, voilà, les tours de soldats, machin, on vous met un gros pavé, alors que c'était vraiment très simple à expliquer. Donc ça, c'est un peu dommage. Il est pas mal fait en soi, hein, il est très lisible et tout, mais des fois, on s'y perd un tout petit peu. On a aussi le côté, alors ça, c'est pour moi, mais bon, moi, je l'ai notifié, on a le côté du héros qui ne meurt pas. Alors, c'est vrai que le héros ne meurt jamais en fait. Il revient tout le temps, dès que vous avez perdu, machin, il n'y a aucun problème. Ça peut aussi aller dans le côté, voilà, enfantin, tower defense, machin. Et là, j'aurais préféré peut-être avoir un héros qui meurt et de le préserver et de le soigner vraiment quand il faut, de ne pas l'envoyer au champ de bataille, sauf par grosse nécessité, on va essayer de prendre des prises de risque. Et on aurait eu une pression supplémentaire, vous voyez. Donc, alors, vous pouvez jouer avec cette variante, dès qu'il est mort, il a plus de points de dégâts directement, c'est fait. Mais voilà, il y a ce petit côté où j'aurais préféré peut-être avoir une pression supplémentaire avec le héros qui meurt. Et donc, on essaye vraiment de l'utiliser avec parcimonie, de se dire, attends, là, je dois le soigner vite. Il doit repartir au royaume parce que sinon, ça va être compliqué pour lui. Et du coup,
on va le perdre, quoi. Donc voilà, une petite notion supplémentaire. Ça, c'est vrai que ça m'a dérangé aussi un tout petit peu. Ce qui m'a dérangé aussi à l'intérieur, c'est vrai que c'est le syndrome du jour alpha. Alors ça, c'est pas propre à Kingdom Rush, hein, malheureusement. C'est tous les jeux coop. Vous allez pouvoir avoir le syndrome du jour alpha. Alors le jour alpha, en quoi? C'est une personne qui va être là, qui connaît très bien le jeu et qui va vous dire si vous faites pas ça, on est mort. Donc vous vous sentez obligé de le faire. Alors c'est vrai qu'il y a certains coops où c'est pas tellement grave, comme les erreurs à Arkham, parce que des fois sur un lancer de dés, vous faites une action héroïque, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'ici, vous le sentez un peu plus, parce que si vous ne suivez pas en fait ce qu'on vous dit, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on va vous dire, ah bah tiens, si tu fais pas ça, forcément on est mort, regarde, tu vas le faire avancer, on peut pas faire, ah mais moi, voilà, je joue avec une carte tour, j'aurais préféré la mettre là-bas. Les gens vont vous dire, bah non, si tu fais ça, ça pue, ça sert à rien. Donc voilà, vous vous sentez des fois obligé, il y a le syndrome alpha qu'on ressent quand même pas mal ici. Donc c'est vrai que ça peut être dérangeant pour les personnes qui n'aiment pas être auto-guidées et qui aiment vraiment avoir une liberté dans le jeu, même si ça se finit en catastrophe. Mais bon là, la catastrophe malheureusement on peut pas trop la mesurer. Quand elle arrive, c'est fin de partie, donc on est obligé de refaire. Là où dans Horror Arkham, quand on arrive, on peut devenir fou, on peut rééquilibrer, continuer la partie. C'est vrai que c'est pas si dérangeant de prendre des prises de risques. Et le dernier point ici, on va dire négatif, c'est que moi, à 3 et 4 joueurs, j'ai trouvé les tours un peu plus longs et justement le syndrome du jour alpha se fait de plus en plus sentir quand on joue uniquement avec une carte. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous, une carte, je sais pas, c'est un fantassin, vous allez dire, bah ouais, j'ai un fantassin, et les autres vont vous dire, non, non, mais attends, je joue pas maintenant, parce que ton fantassin, tu pourras peut-être le placer à côté, machin. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir lésé, il y a beaucoup plus de discussions, les tours sont un peu plus longs en se disant, bah tiens, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En solo et en duo, ça marche très bien, c'est super fluide, parce qu'à deux, on réfléchit plus vite. Ok, tu fais ça, attends, moi je vais faire ça. Mais regarde, j'ai 3 cartes, du coup je peux faire ça à côté, ça. Ah ouais, c'est super bien, vas-y, fais-le. Donc ça tourne très bien. À deux joueurs, c'est vachement bien. En solo, ça tourne très très bien. 3, 4. Moins vous avez de cartes et plus vous allez prendre des temps de décision, donc ça va rallonger un peu vos temps de partie. Alors en conclusion de tout ça, finalement, est-ce qu'il faut prendre Kingdom Rush ou alors pas du tout? Est-ce que c'est un jeu à conseiller ou alors pas du tout? Écoutez, si vous aimez les Tower Defense, si vous n'avez pas trop aimé vous Edge of Tower qui est le Tower Defense mais compétitif alors que là c'est du coopératif des Devil Pigs, force est de constater que celui-ci va vous plaire, parce que franchement, il donne vraiment les très bons ingrédients pour faire une très bonne recette de Tower Defense. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des tours qui se détruisent, vous allez avoir cet aspect où vous allez relocaliser vos tours, etc. Donc on a de très bonnes sensations là-dessus, et le coop est très sympa à l'intérieur. Maintenant, ce qui peut vous irriter, malheureusement, là-dessus, c'est que pour certaines personnes, le prix ne va pas trop justifier en fait les composants que vous allez avoir à l'intérieur. Vous allez avoir une grosse boîte, comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment très très gros, comparé, je vous montre. Là, vous voyez, c'est vraiment très gros. Et à l'intérieur, malheureusement, pour ranger déjà tout ceci, ça va être compliqué, parce qu'il n'y a pas de sachet pour les polyomino, machin, on n'a pas de tray pour les polyomino. Je crois que la prochaine campagne, là, qui est sur GameFound, vous donne une sorte de tray pour ranger. Alors ça, je n'ai pas trop suivi, mais apparemment c'est ce qui se dit aussi. Donc pourquoi pas, ça c'est assez sympa, mais c'est vrai que dans le jeu de base, là, en soi, on n'a pas ça. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant pour ranger, etc. Donc c'est quand même une cinquantaine, 60 €. À vous de voir s'il n'y a pas d'autres Tower Defense à côté qui se font. Moi j'ai en tête Sylvion par exemple, qui est sorti chez Zedman il y a longtemps maintenant, qui a été fait par, il me semble en plus, un chanteur d'opéra, un truc comme ça. Donc il y a celui-ci en Tower Defense qui marche bien pour une vingtaine d'euros. Il y a aussi toute la gamme des Castle Panic et de la gamme Panic, Zombie Panic, Castle Panic, etc., qui sont d'excellents Tower Defense que vous allez peut-être trouver à une quarantaine d'euros, etc. Donc à vous de voir là vraiment si ça justifie les soixantaines d'euros. Vous allez avoir 10 figurines dedans. Il y a des figurines comme ça de héros qui sont à peu près de cette taille. On est sur du 28 peut-être, assez volumineuse, donc c'est assez sympa. Et vous allez avoir des gros boss, etc. Un gros chevalier avec des cornes, donc ça c'est assez cool. Mais bon, moi c'est vrai que là-dedans, les figurines ne m'intéressent pas trop. Et j'aurais plus vu en fait des héros comme ça en polyomino, parce qu'on les pose finalement dessus. Et c'est vrai que ça aurait été raccord avec tout ce qu'on a, les vues d'au-dessus, les polyomino, etc. Là, on sent qu'un peu c'est de la figue pour avoir un truc un peu plus shiny, un peu plus EP, mais ça ne sert à rien en soi pour le jeu. Donc à vous de voir. Moi, c'est vrai qu'en tant que conso, 60 € là-dessus, je pense que j'irai pas du tout parce que voilà, pour moi, c'est trop cher en fait pour les trays et des bouts de plastique, de tuiles, carton qu'on va avoir et quelques figurines. C'est vrai que je trouve ça assez salé. Et moi, personnellement, je n'irai pas dessus, mais ça n'enlève rien au fait que ça soit un excellent coop et ça soit aussi une très bonne méca, une recette qui vous donne jeu mobile, jeu vidéo sur du jeu de plateau.
Donc ça marche très bien. À vous de voir maintenant de ce que je vous ai montré si vous voulez rentrer dedans ou alors pas du tout. Alors passons maintenant à la plus courte finalement, ça va être très rapide, vous allez voir, qui est Chronicle of Crime, la série millénaire 1400 de chez Lucky the Games. Alors ça c'est un jeu, les auteurs sont David Kisurel, Wojciech Graskowski, l'écriture de Pierre Buté, Grzegorz Anowak et les illustrations sont de Barbara Kolbieczka, Mateusz Michalski, Dayu, Mateusz Komada, ah bah tiens on le retrouve, Katarzyna Kobuska, ah bah tiens on retrouve aussi, dis donc les deux là qui avaient fait Kingdom Rush, donc ça c'est assez sympa. Alors, Chronicle of Crime, la série millénaire 1400, puisque vous allez avoir aussi la série 1900 et 2004 qui vont arriver, qui était une campagne Kickstarter. C'est quoi? C'est un jeu qui reprend les bases de Chronicle of Crime, donc c'est un jeu où vous allez avoisiner à peu près les 1h30, 2h, voire au-delà, tout dépend de votre capacité à réfléchir aussi là-dessus. C'est de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties voilà, qui avoisinent tout ceci, et c'est du full coopératif, soit tout le monde gagne, ou alors soit tout le monde perd à la fin. Vous allez jouer avec une application mobile. Alors, ce qui change à l'intérieur, c'est que déjà, vous n'avez plus à avoir les petites lunettes. Vous savez, dans le tout premier Chronicle of Crime, on avait des petites lunettes et on regardait comme ça directement. Là, vous ne les avez plus. Vous pouvez prendre votre smartphone et tourner sans problème à 360 degrés. Donc, il n'y a pas de souci et c'est peut-être limite mieux à l'intérieur. Donc, vous allez jouer qui? Vous allez jouer un chevalier qui est connu de tous, avec une très bonne réputation issu d'une bonne famille, mais qui a des visions. Et oui, et ces visions sont soit un futur là qui va arriver maintenant, ou soit des événements qui se sont passés il y a quelques jours, et du coup, il se réveille et ça va vous donner votre enquête. Je ne vous spoil même pas le tutoriel, parce que je vais vous laisser vraiment vous laisser faire votre expérience là-dessus. Ça ne sert à rien, parce que sinon, voilà, je vais vous montrer grosso modo ce qu'on y fait sans vous montrer l'application, parce que ça ne servira à rien. Découvrez tout ceci vous-même, et vous allez voir en quelques minutes, vous allez comprendre comment ça marche directement, il suffit juste de scanner. Donc voici pour l'introduction, un chevalier assez noble qui a des visions et qui est accompagné d'un chien. Une nouveauté à l'intérieur, ça va être aussi le chien. On se fait un petit focus là-dessus, hop, et voilà grosso modo ce qu'on va avoir dans une boîte de 1400. Alors, vous allez avoir votre chien que vous allez pouvoir scanner. Le chien, lui, va vous permettre de renifler pas mal de choses. Si vous trouvez par exemple, eh bien, je sais pas, admettons des vêtements qui se trouvent ici. Tout ce que vous possédez sont en rouge au-dessus, tout ce que vous devez chercher sont en bleu, ok? On peut faire aussi des allers-retours sans problème. Donc on peut scanner par exemple le vêtement au chien, le chien peut renifler, peut vous donner un nouveau lieu, etc. Rencontrer une personne, vous dire où elle se trouve, etc. On a ensuite votre famille. Votre famille, c'est un peu le QG. C'est là où vous allez trouver votre moine, votre grande sœur la marchande, ainsi que votre frère l'espion, qui est spécialisé dans le peuple, un spécialiste dans l'objet et l'autre spécialiste en écrit. Ils vont vous donner des conseils supplémentaires. Attention toutefois, parce qu'on est sur la même méca. Plus vous allez vous prendre du temps à scanner, plus le temps va avancer et plus il faudra répondre assez vite, puisque le temps va s'écouler. On a quand même un compteur temps. Chose qu'on va avoir en plus, ce sont les cartes de vision. Je ne vais pas les retourner pour pas vous spoil le tutoriel, ça ne sert à rien. Mais ces cartes vision sont des illustrations qui vont vous mettre en avant des scènes, des personnages que vous allez retrouver aussi à différentes missions de l'aventure. Vous allez dire, bah tiens, mais lui, je crois que je l'ai vu dans mon rêve. Donc allez, je vais essayer de voir directement ce qui s'y passe. Donc il peut vous guider, vous induire en erreur. Donc il y a plein de choses qui se font là-dessus. On va avoir ici les objets qui sont des pièces de monnaie, des clés et de serrures que vous allez pouvoir scanner quand vous allez investiguer dans un lieu ou dans une chambre ou dans un appartement ou n'importe où. Voilà, si vous trouvez des clés, vous pouvez scanner ici clés et serrures pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Vous allez trouver un deck de personnages, je ne vous dévoile rien aussi pour ne pas vous spoiler. Le deck de personnages va vous permettre d'être scanné comme étant le chien, donc là on va juste avoir l'illustration du personnage et vous charger directement. Et un deck comme ça qui va rester face cachée, qui a un deck des secrets, qui va vous permettre, lui, de récupérer une carte numérotée dès qu'on vous dit de récupérer la carte numéro 8, 9, 10, etc. Donc, mais sinon, vous gardez ça de manière secrète, tout comme le deck ici des personnages. Au fur et à mesure, bien évidemment, vous allez rencontrer de nouveaux personnages, vous allez visiter de nouveaux lieux, ils sont tous recto verso, donc on en a à peu près 4, donc ça fait à peu près 8-10 lieux totalement différents. Donc ça passe, c'est ce qu'on retrouve en fait dans Chronicle of Crime. Et une fois que vous avez fini et qu'il y a un dénouement, vous avez à peu près le même feeling en vous disant je pense que c'est lui qui l'a tué pour ça, vous pouvez aller au QG en disant ok je sais le pourquoi du comment, ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin pour pouvoir aller dessus. Donc vous pouvez très bien oublier des petits passages, notamment sur le tutoriel. Je l'ai fait 2 fois de manière totalement différente. Et sur les missions ensuite à côté, je sentais qu'on pouvait faire peut-être le petit truc, mais j'ai pas pris le temps de les faire 3 à 4 fois parce que c'était vraiment assez long. Donc, mais sur le tuto, j'ai pu faire ça 2 fois. Sur la première mission, je sentais qu'il y avait 2-3 embranchements aussi, on pouvait le faire. Donc voilà,
Il y a plein de petits trucs assez sympas à voir ensuite au-delà. Hein. J'ai pas tout fait pour voir si vraiment ça tient la route. Allez, on se fait un petit dézoom et je vous donne mon avis sur 1400, à savoir Chronicle of Crime, la série millénaire. Alors, les points positifs, ça ne va pas changer de ce que je vous ai dit sur Chronicle of Crime. C'est très bien écrit. Il y a une narration vraiment qui est très sympa. D'autant plus ici, j'ai l'impression qu'ils ont fait une évolution sur la narration, sur le gap. C'est vachement cool. Il y a une évolution aussi sur le gameplay. Là, on a un chien, on va pouvoir effectivement envoyer notre chien en disant tiens, vas-y, sans ce parfum, tu peux retrouver. Donc, il peut trouver des lieux. On n'est pas obligé de le faire, mais bon, voilà, ça peut nous aider. On a aussi ce système de QG, finalement, qui est notre famille. Donc, voilà, on a tout un sentiment sur ce Paris très ancien. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce petit décor qu'ils ont instauré dans 1400. On a les cartes vision, qui sont très sympas encore une fois. Pourquoi? Parce que ces cartes de vision, c'est une nouveauté. C'est ce qui va vous permettre d'essayer, d'appréhender déjà, de voir grosso modo, tiens, j'ai vu ces deux mecs dans mon rêve. Eh bien, ces deux mecs me disent un truc, je crois qu'il y a un truc lié parce que c'est pas possible qu'ils soient là dans mon rêve pour rien. Donc ces révélations vous apportent déjà une petite solution entre guillemets. Il y a différents embranchements, comme je vous l'ai dit, dans le tutoriel on pouvait faire ça de deux manières différentes. C'est soit vous faites et vous interrogez tout le monde, etc. Ou soit vous vous dites, ok, alors j'ai retrouvé ça chez lui, elle n'était pas là à minuit chez elle, je crois que les deux fricotent, on a retrouvé des indices comme quoi, eh bien tiens, ils s'avaient entrevus, pourquoi l'autre est parti subitement, donc je pense que c'est ça. Vous pouvez très bien aller ensuite dans votre QG en disant non, je pense que la solution c'est ça. Et puis vous voyez si vous avez gagné ou pas du tout. Donc ça aussi, c'est assez sympa. Le matériel, voilà, il est ce qu'il est, c'est de la cartoonette, c'est très bien illustré. Ça, je tiens à signaler que vraiment, les illustrations sont assez sympas. Je ne peux pas vous montrer de personnage parce que c'est dommage, voilà, j'ai pas envie vraiment de vous spoiler, c'est rien, mais vous voyez, c'est ça, vous allez avoir des illustrations dignes de, voilà, avec le petit reflet, dignes d'un truc comme ça. Et moi, j'attends vraiment la version 2004. Parce que c'est du cyberpunk, et le cyberpunk c'est bien. Le livret de règles, quoi que si je peux vous montrer, oui je peux vous montrer, regardez. Là vous avez un livret, je vais vous en montrer une, oui c'est débile. Parce que je vais vous montrer celle qu'on vous montre en fait dans le livret à peu près. Et c'est vrai que le livret de règles est bien foutu, vous n'avez pas besoin en soi du livret, parce que je suis en train de chercher la carte en même temps. Vous n'avez pas besoin du livret parce que vous pouvez y aller directement. Mais vous voyez, c'est bien illustré quand même. On est dans l'univers, voilà, moyen. Alors comme ça, vous voyez, voilà, comme ça, vous voyez. L'univers moyen. Non, vous voyez rien. Là, vous voyez pas. Là, vous voyez, là, vous voyez. L'univers moyenâgeux et tout de la chose. Donc ça, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Chronicle of Crime, j'ai bien aimé le premier. Et celui-ci, j'ai bien aimé. L'évolution des lunettes, merci. Parce que moi, ça me faisait chier de mettre des lunettes et regarder comme ça. Là, on peut prendre, tourner à 360 degrés. L'évolution qu'il y a eu aussi, ça, j'allais l'oublier, c'est hyper important, c'est les fonds sonores. Ça, c'est bien pour l'immersion. Dès que vous allez dans une place publique, vous entendez les mecs, les marchands et tout, les gars crier, machin. Quand vous êtes chez vous, vous entendez le crépitement du feu de bois. Alors, ce n'est rien en soi, mais ça, voilà, ça vous met dans l'ambiance et ça vous dit que vous êtes chez vous. Là, vous êtes sur une place publique. Quand vous êtes dans des marais, machin, vous entendez des petits oiseaux. C'est hyper bien foutu. Les points négatifs maintenant du jeu. Il y en a, oui, il y en a. Le point négatif, vous l'avez compris, dans les jeux de narratif, c'est quoi? C'est quand vous connaissez la solution et vous savez quoi faire, vous n'allez pas rejouer le même scénario. Mais bien évidemment, et oui. Vous savez qu'un scénario peut être joué une fois et malheureusement, malgré les petits embranchements, la solution, elle sera pareille. Donc, c'est pas un truc qui va changer en soi. Donc, il y a différentes approches, oui, mais le scénario reste le même. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Une fois que vous l'avez fini, vous n'allez pas revenir, sauf pour vous narrer peut-être et faire une sorte de JDR avec des potes, pourquoi pas. Mais bon, même ça en soi, faut pas se leurrer. Vous n'allez pas revenir sur le jeu là-dessus une fois que vous avez la solution. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit bémol. On a aussi le petit bémol des personnes qui n'aiment pas jouer avec une application. Et il y en a, qui n'aiment pas du tout prendre, voilà, moi j'ai pas envie de jouer avec ça parce que j'ai pas envie de voir à 360 degrés, ça me fait chier de bouger comme ça avec mon téléphone. C'est totalement légitime, c'est pas que vous avez raison ou eux ils ont tort ni quoi que ce soit, non, c'est totalement un avis totalement différent et qui est propre à chacun. Donc effectivement, vous allez jouer avec une application aussi ici, elle n'est pas intrusive, mais vous êtes dans l'obligation de l'avoir, elle n'est pas intrusive, si, pour certaines personnes, elle va l'être, parce que tout se fait via l'application. Donc, effectivement, elle va être intrusive, vous allez scanner avec votre téléphone à chaque fois. Donc, il faut avoir un téléphone à portée de main, il faut aimer scanner les cartes à chaque fois. Voilà, c'est un gameplay où vous allez scanner à chaque fois des trucs, tourner le téléphone, vous faire passer le téléphone, etc. En plein Covid, c'est génial. Donc, chacun va avoir son téléphone et peut-être scanner ou voilà, prenez une lingette et vous essayez de passer dessus. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, ça, mais en plein Covid, se passer le téléphone, c'est un peu bizarre quand même, ça, geste barrière. Donc peut-être pas un jeu à sortir en plein Covid. Mais en solo, ça marche très bien, attention. Ça, c'est assez sympa. Donc voilà, grosso modo, pour un peu
les points négatifs, et on va revenir, mais malheureusement, ça, on le ressent un peu moins que dans Kingdom Rush. Donc, vous voyez, on a le joueur quand même alpha là-dedans, mais on le ressent un peu moins. Pourquoi? Parce que là, c'est de la déduction. Et on peut très bien se dire, non mais attends, toi tu penses que ça, mais regarde, ça va pas avec le raisonnement, parce qu'on a vu ça. On a vu qu'elle est partie là-bas. On a vu que le mec, quand même, il s'était enfui. On ne sait pas pourquoi. Ce que tu dis, bah tu vois, ça n'a pas trop de sens. Alors que dans Kingdom Rush, là où le mec va vous dire, ah oui, c'est vrai que c'est légitime, on peut penser ça comme ça. Dans Kingdom Rush, si vous dit, vous ne mettez pas le polyomino là, bah on a perdu, bah forcément, c'est vrai, c'est réel. Si vous ne le mettez pas, ils vont passer et vous avez perdu. Donc là, le jour alpha, on le sent un peu moins, mais vous allez quand même peut-être avoir une personne qui va arriver en termes de Lancelot du lac et qui va vous dire non, moi le porte-étendard, je vous dis que ça c'est faux, ça c'est faux. Bah, malheureusement, vous pouvez tomber aussi là-dessus. Alors, ce qu'il en ressort de Chronicle of Crime, est-ce que c'est un bon jeu ou alors pas du tout? Alors, attention, si vous aimez les jeux d'enquête, si vous aimez le type Sherlock Holmes, si vous avez adoré le premier Chronicle of Crime et si vous aimez tout ce qui est jeu d'enquête, détective, etc., vous allez vraiment adorer celui-ci, parce que, et si vous n'êtes pas hermétique, attention, hein, si vous n'aimez pas jouer avec les applications mobiles, etc., et que vous aimez avoir de l'interactivité avec une technologie, vous allez vraiment aimer celui-ci, parce que bah, voilà, il vous permet de rentrer avec son application dans un univers qui est formidablement illustré, et surtout qui est très 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 bien écrit. Moi je sais que le peu de missions que j'ai pu faire à l'intérieur, c'était vachement bien écrit, il y a une vraie plume derrière, et ça c'est vachement important dans les jeux narratifs, d'avoir un vrai mec derrière qui écrit, voilà, si c'est des romanciers, machin. Ça, c'est tout le sel du jeu. En fait, c'est pas la méca, c'est sur la narration que ça va jouer. Hein, parce que la mécanique, ici, à part scanner, il n'y a rien d'autre. Hein, faut pas se leurrer non plus. Hein. Donc ça marche très 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 bien. Maintenant, si jouer avec un téléphone, ça vous embête, si maintenant vous racontez une histoire et essayez de faire des gros storyboards derrière en faisant des grosses lignes, lui il est avec lui il a fait ça, lui il a fait machin, ça vous emmerde aussi un peu, bah carrément n'allez pas là-dessus, c'est pas un jeu qui est fait pour vous, et je bafouille en même temps, c'est pas un jeu qui est fait pour vous parce que là vous allez plus vous raconter une histoire, vous allez jouer le Colombo des années 1400 à Paris. Et si tout ça ne vous sert à rien, bah, n'allez pas sur ce jeu, c'est totalement débile. Sachant qu'il me semble c'est une trentaine d'euros, un truc comme ça, j'ai plus le prix en tête. Mais bon, n'allez pas dessus, ça sert strictement à rien. Donc voilà, moi je vous conseille ça pour les gens qui ont aimé déjà le tout premier Chronicle of Crimes, qui ont aimé surtout les jeux narratifs et les jeux surtout d'enquête de type détective chez Yellow qu'on peut retrouver, qui est un très bon jeu, et aussi les Sherlock Holmes, détective conseil, etc. qu'on peut retrouver à droite à gauche. Si vous êtes dans cette continuité, que vous n'avez jamais essayé Chronicle of Crime, essayez Chronicle of Crime si vous n'êtes pas hermétique à jouer avec un téléphone bien évidemment portable. Voilà, ça fait à peu près trentaine de minutes, on est bon, 15 et 15 pour 2 jeux, c'est très bien. Donc je le rappelle, hein, Chronicle of Crime des Lucky Duck Games, c'est un jeu narratif de 1 à 4 joueurs où vous allez jouer des enquêteurs, etc. pour essayer de résoudre un mystère avec plein de petites fonctionnalités assez sympas. Et Kingdom Rush, la faille temporelle de toujours 1 à 4 joueurs du coopératif, où là c'est un tower defense où vous allez avoir des polyomino et essayer de gérer des vagues d'hordes et d'ennemis pour, attention, ne pas subir des dégâts au niveau de votre royaume, sinon malheureusement vous avez perdu la partie. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu. Nous, on se donne rendez-vous pour un nouveau jeu talk avec d'autres jeux à vous présenter. D'ici là, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des trucs que vous voulez savoir ou si vous êtes d'accord ou pas du tout avec tout ce que j'ai dit. Hein. Tout ça, c'est dans les commentaires. On essaye à chaque fois de discuter et c'est toujours aussi bien. Et puis, portez-vous bien. Attention, bien évidemment, au Covid. Hein. Essayez de respecter des gestes barrières. Et puis moi, je vous fais des bisous partout, mais à distance. Parce qu'on m'a rappelé dans des commentaires que c'est marrant avec le Covid que tu fasses des bisous partout, mais à distance. Vous voyez, il y a quand même 2 mètres entre nous. On est plutôt pas mal. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.